Alors, un autre sujet, la Cour de justice de l'Union européenne, une autre juridiction européenne, la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, c'est une institution très importante de l'Union européenne qui existe depuis les débuts de la construction européenne, parce que les États ont souhaité qu'il y ait une juridiction qui statue sur, disons, la bonne application du droit communautaire d'abord, du droit de l'Union européenne aujourd'hui. Alors, c'est une institution à part entière qui a été récemment restructurée par le traité de Lisbonne, puisque lorsqu'on évoque le terme de Cour de justice de l'Union européenne, cela comprend la Cour, cela comprend le tribunal et les juridictions spécialisées, les tribunaux spécialisés. Alors, lorsqu'on regarde la Cour de justice, au fond, ce que l'on peut constater d'abord, au travers de sa composition, de son organisation, c'est une Cour qui comprend 27 juges, chaque juge étant issu, bien évidemment, d'un État membre de l'Union européenne. Ces juges sont choisis pour que l'on ait, au fond, des personnalités de grande qualité, de grande compétence sur le droit de l'Union européenne et qui puissent statuer sur ce droit. Ces juges prêtent serment d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité, en toute conscience, sans rien divulguer du secret des délibérations. C'est une juridiction complète, avec bien évidemment l'ensemble des outils, des instruments de cette juridiction. Je pense au greffe de la Cour. Cette juridiction est située à Luxembourg. Alors, cette Cour, au fond, c'est l'Europe par le droit. C'est grâce à elle, d'une certaine manière, que l'Europe se constitue, que l'intégration européenne se développe. La Cour est en quelque sorte la juridiction suprême de l'ordre européen sur ce point. Elle a des fonctions diverses, des fonctions de nature constitutionnelle, puisqu'il lui revient, comme dans un système fédéral, de veiller à la bonne répartition des compétences et à la bonne application des traités en matière de répartition des compétences. C'est aussi une juridiction administrative, puisqu'elle statue sur les contentieux touchant au personnel qui sont employés par l'Union européenne. C'est une juridiction internationale, puisque les États ont décidé de régler leurs différends, lorsque ces différends portent sur le droit de l'Union européenne, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et enfin, c'est une juridiction de régulation du droit de l'Union. Alors, ce qu'il faut évoquer, et c'est un peu austère, c'est un peu technique, mais au fond, il faut en avoir entendu parler. Il y a, au fond, devant la Cour, plusieurs recours possibles, une diversité de recours possibles. Et il est intéressant d'avoir, au fond, quelques éléments, quelques idées sur ces différents recours qui peuvent être présentés à la Cour, sachant que ces recours peuvent être déclenchés soit par les institutions européennes, je pense à la Commission européenne par exemple, peuvent être déclenchés par les États, mais aussi peuvent être déclenchés par des individus, par des entreprises ou des personnes qui considèrent que il y a une mauvaise application du droit de l'Union européenne à leur endroit et qu'ils ont en quelque sorte subi soit un dommage, soit une violation de leurs droits par le droit de l'Union européenne. Alors il y a au fond trois grandes catégories de recours qui peuvent être classées de la manière suivante. D'abord, la Cour est compétente pour contrôler la bonne application du droit de l'Union par les institutions européennes. Et de ce point de vue-là, il y a deux types de recours, un recours en annulation, un recours en carence, les deux recours possibles. Le recours en annulation, c'est l'idée que si une institution de l'Union européenne ne respecte pas convenablement le droit de l'Union, que ce soit le droit des traités ou le droit dérivé, eh bien il est possible d'avoir recours à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle vérifie s'il n'y a pas eu une violation de la légalité du droit de l'Union européenne sur ce point. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait un acte de droit dérivé qui a été pris par une institution, et il faut démontrer que cet acte de droit dérivé n'a pas respecté le droit de l'Union, par conséquent qu'il a commis une illégalité. Et si la Cour constate qu'il y a une illégalité, bien évidemment, elle va juger de cette illégalité, condamner l'institution et veiller à ce que l'institution modifie le texte, justement parce que la légalité n'aura pas été respectée. C'est ce qu'on appelle le recours en annulation. Il y a un deuxième recours, toujours dans le contrôle du droit des institutions, le recours en carence. C'est un recours un peu original, un peu particulier, puisque cette fois-ci,
on peut dénoncer le fait qu'une institution n'a pas réalisé un travail qu'elle est obligée de réaliser du fait du traité, du fait du droit de l'Union européenne. C'est la carence qui est alors dénoncée, et si la Cour constate qu'il y a une carence, eh bien l'institution devra prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette carence. C'est donc là, premier aspect, le contrôle du droit de l'Union par les institutions européennes. Il y a un deuxième type de contrôle, le contrôle, cette fois-ci, de l'action des États membres, de la manière dont les États membres vont mettre en œuvre éventuellement le droit de l'Union européenne. Et on qualifie souvent ce contrôle d'un recours en manquement. Recours en manquement, de quoi il s'agit? Il s'agit de dénoncer le fait qu'un État n'a pas respecté le droit de l'Union, le fait qu'un État n'a pas mis en œuvre le droit de l'Union, par exemple, n'a pas transposé une directive de l'Union européenne en droit interne. Et cette absence de transposition est justement une atteinte au bon fonctionnement de l'Union européenne et une atteinte au droit de l'Union européenne. Et ce recours en manquement, il est déclenché par la Commission. La Commission va vérifier si les États respectent le droit de l'Union. Si elle constate que les États ne respectent pas le droit de l'Union, elle peut déclencher une procédure amenant effectivement ce dysfonctionnement, ce manquement devant la Cour et veillant et souhaitant aboutir à ce que la Cour condamne l'État en manquement. Une fois que ce manquement s'est réalisé, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à appliquer le droit de l'Union. Éventuellement, il peut être astreint à cela, puisque la Cour peut, effectivement, à la demande de la Commission, prévoir des astreintes ou des sanctions. Et alors on est dans des procédures qui sont parfois un peu surprenantes, des manquements sur manquements, où l'État ne respecte pas le premier arrêt de manquement. Il faut alors le condamner une deuxième fois, cette fois-ci, pour l'obliger à respecter l'arrêt de manquement. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie de contrôle, qui est d'une certaine manière le dialogue des juges en Europe. Dialogue des juges en Europe, puisqu'en effet la Cour peut être saisie par ce qu'on appelle une question préjudicielle, saisie par une juridiction nationale qui va demander à la Cour des explications, des éclaircissements sur le droit de l'Union européenne pour pouvoir mieux l'appliquer sur son propre territoire. Cette question préjudicielle, on parle aussi parfois de renvoi préjudiciel, est précieuse parce que c'est par ce biais-là que s'établit une sorte de dialogue des juges entre les juges nationaux et le juge européen, et c'est de cette manière que le droit de l'Union européenne sera appliqué de manière satisfaisante sur l'ensemble du sort du territoire de l'Union européenne. Voilà la Cour, fonctionnement de la Cour. Là encore, les sites internet sont extrêmement bien faits et l'Union européenne dispose d'un site spécifique pour la Cour, le site Curia, qui permet de voir le fonctionnement de la Cour et la jurisprudence de la Cour. Là encore, bien évidemment, pour poursuivre l'examen, il est important de se rendre en quelque sorte sur ce site. Merci.